Je suis ChatGPT, un modèle de langage développé par OpenAI. Mon rôle est de vous aider avec des informations, répondre à vos questions et discuter sur divers sujets. Vous n'avez pas pu passer à côté, depuis bientôt 1 an et demi, on ne parle que de lui. ChatGPT et toutes les intelligences artificielles génératives qui sont en train de révolutionner notre manière d'interagir avec les machines. Mais connaissez-vous vraiment ChatGPT et ses cousins ? Savez-vous comment ils fonctionnent, tout ce qu'ils permettent de faire, jusqu'où ils vont nous emmener et tous les nouveaux problèmes qu'ils posent ? C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Si vous passez ici pour la première fois, je suis Jérôme Colombin, journaliste spécialiste des technologies. Dans le podcast Monde Numérique cet été, on fait le point sur des sujets d'actu brûlants et on en profite pour réécouter quelques-unes des meilleures interviews de ces derniers mois. Nous sommes le 30 novembre 2022. Tout est calme sur le web, mais tout d'un coup, une start-up américaine du nom de OpenAI met en ligne un service qui va tout chambouler, ChatGPT. Un peu par surprise. Le PDG de la société d'ailleurs, Sam Altman, n'a rien dit aux employés de sa compagnie, qui travaillaient sur le sujet depuis des années, mais qui ne sont pas au courant du lancement commercial du chatbot d'intelligence artificielle. Un outil capable de converser en langage naturel avec les humains. Ça surprend même les spécialistes, qui pourtant connaissent tout à fait ce type d'outil pour l'utiliser depuis longtemps dans leur labo, mais qui ne pensaient pas que l'heure était venue de laisser le grand public accéder à ce genre de joujou. Trop d'imperfections, trop de risques. Pourtant, ce n'était pas l'avis de Sam Altman qui a brisé une sorte de tabou en faisant de l'IA générative un produit commercial et plus seulement un objet de recherche. Alors l'intelligence artificielle générative, qu'est-ce que c'est ? Tout d'abord, ce n'est pas de l'intelligence. Lorsque vous demandez quelque chose à ChatGPT, il ne comprend rien. Il analyse, les mots que l'on emploie et il recherche des réponses de manière statistique, mathématique, informatique. Je suis conçu pour traiter et générer du langage de manière sophistiquée, mais je n'ai pas de conscience ni de compréhension réelle comme les humains. Par exemple, si on lui demande « Écris une histoire sur un dragon et un chevalier », il va analyser la requête, identifier les mots « histoire »,« dragon »,« chevalier », consulter sa base de données pour extraire des éléments narratifs, des descriptions, et ensuite il va utiliser des modèles de langage pour générer une histoire, en respectant les conventions, les structures narratives appropriées, etc. Tout ce qu'il a appris. Une IA ne crée pas, elle génère. Une IA n'invente pas, car elle ne connaît que le passé. L'intelligence artificielle générative utilise ce que l'on appelle les fameux LLM, Large Language Models, des grands modèles de langage, et les Transformers, des réseaux de neurones mis au point initialement par des chercheurs de Google, qui permettent d'analyser et de générer du texte. Écoutez ce qu'en disait la chercheuse Laurence De Villers dans Monde Numérique en février 2023. On travaille sur ces modèles génératifs à partir d'énormes corpus de données depuis 2017 à peu près. Et Lambda, par exemple, de Google, c'est un premier système qui permettait de générer une sorte de pseudo-conversation, puisque c'est ce qu'on appelle un perroquet stochastique. C'est en fait une machine mécanique qui va générer quelque chose, et puis il y a une part de hasard dans tout ça. Et donc la réponse qui est donnée, elle est en langage proche d'une imitation du langage humain, mais elle est absolument sans pensée, sans intention. Effectivement, du coup, c'est assez bluffant et assez choquant aussi ce qu'elle peut raconter, parce que ça peut être tout à fait n'importe quoi. Alors assez choquant, on va en parler, les risques contre lesquels vous alertez d'ailleurs. Mais avant ça, qu'on comprenne bien, par exemple, ChatGPT ou demain le service de Google là, qui arrive aussi, comment ça fonctionne ? Et notamment, est-ce qu'il s'enrichit de ce que je lui dis ? Est-ce qu'il apprend au fur et à mesure ?
Non, il apprend pas au fur et à mesure. En fait, ça coûte très cher d'apprendre un énorme modèle comme GPT-3. Alors, ils en font différentes versions. On en est à 3.4, on sera bientôt à 4. Enfin bon, mais le fait d'utiliser une grande masse de données et d'arriver à un modèle de 175 milliards de paramètres, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et en tout cas, ce système-là, il est au cœur finalement de le ChatGPT. Derrière, ce qui fait qu'il donne l'impression que la machine s'adapte, c'est qu'en fait, il prend du contexte dans la phrase qu'on a donnée grâce à des interactions précédentes. Donc, plus vous lui parlez, plus la machine va finalement pouvoir peut-être affûter une question que vous avez posée. Si vous dites, ah bah non, c'est pas ça, et il se passe, enfin, vous précisez votre question, et donc, il lui sélectionne à la fois dans les questions que vous posez et le texte qui a été généré, des mots ou des sous-mots qui vont alimenter finalement la recherche de la suite. Puisqu'en fait, ce qu'on fait juste, c'est essayer de prédire les mots suivants à partir de puzzles de mots qu'on a obtenus, c'est-à-dire de mots qui apparaissent dans plein de contextes différents, et on a engrangé ces informations-là dans le modèle. Donc derrière, il n'y a pas que ça, hein, si je peux me permettre. Ouais. Il y a ce modèle génératif, transformer, et puis derrière, il y a aussi un modèle à base de reinforcement learning, c'est-à-dire en fait grâce à l'interaction, on va faire par essai erreur aussi optimiser finalement la décision que propose la machine. Alors, mais ça a été fait en amont. Aucunement une conversation. Ouais, c'est en 2 couches. C'est aucunement une conversation parce qu'en fait, c'est la prédiction de la phrase qui va suivre à partir d'une mémoire qui a une taille finie, qui est pas très grande, et il n'y a pas non plus de possibilité de calcul, de dénombrer. Il n'y a pas d'échelle temporelle, donc la machine peut vous répondre des choses assez étonnantes. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est la manière dont il formule des idées, des concepts, des informations vraies ou fausses, et qu'il met tout ça en forme. Oui, alors ça, là, ce qu'on constate, c'est la puissance en fait d'imitation de la machine à partir de notre propre langage. C'est-à-dire que lorsque je parle, j'encapsule finalement des informations lexicales, syntaxiques, sémantiques. Et juste par la succession des mots ou par les contextes dans lesquels apparaissent les mots, eh bien, mécaniquement, par l'ordre des mots, je vais trouver en fait des informations de sens. Et c'est ce que la machine utilise. Alors pourquoi c'est dangereux, entre guillemets, Laurence de Villers ? C'est dangereux de croire tout le temps ce que va dire une machine. Elle ne détient pas la vérité. Je pense que c'est le premier danger. Après, il faut se demander qui construit ces machines, quels sont les humains qui ont modifié les contenus, parce qu'on voit que ça censure. Donc, est-ce que finalement ça censure de façon égalitaire? Je sais pas. Si je prends les religions, est-ce que ce système parle aussi facilement de la religion musulmane, juive ou catholique? On peut se poser des questions de beaucoup d'ordre de discrimination, d'injustice. Donc c'est une vision proposée par une machine. Donc il faut pouvoir l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire en comprenant que c'est pas de la vérité absolue, qu'on va le challenger, qu'en même temps ça a un regard sur beaucoup de données, ce qui peut nous apporter une information en plus. Mais globalement, si on était tous à utiliser ça, tous les journalistes par exemple, on arriverait sûrement à un nivellement vers le bas de tous ces systèmes qui font en fait des statistiques quand même autour de ce qu'ils ont engrangé comme information. Donc l'idée demain, c'est pour un humain de se démarquer de ce discours un peu standardisé qu'on aura à travers ces machines. On le comprend, plus l'intelligence artificielle est capable de brasser une quantité importante de données, et plus elle semble puissante et savante. Ce qui fait la puissance d'une IA, c'est-à-dire d'un modèle de langage, c'est notamment ce qui se passe lors de la phase d'entraînement. C'est aussi à ce moment-là qu'il peut y avoir des problèmes, des biais qui sont générés et que l'on retrouvera ensuite dans les réponses. Écoutez Thomas De Wolf de la société Hugging Face, qui est à l'origine d'un gros modèle français, Bloom, utilisé notamment par le monde universitaire. Alors, comment on entraîne ces modèles ? Alors, c'est remarquablement simple. En tout cas, il y a 2 phases. Mais la première phase est très simple. On rassemble un grand corpus de texte
Alors là, il y a plein de questions légales, éthiques, comment on rassemble ça. Et ça, c'était un gros focus de Bloom d'ailleurs, mais je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'on y est pour encore 1 heure. C'est encore un autre sujet, le plagiat, etc. Voilà. Comment on regroupe. Enfin, mais bon, imaginons donc nous, on a fait ça de manière très différente de ce que font les GAFA, justement. On a travaillé, mais bon, voilà, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très intéressant. Il y a des questions importantes là. Mais bon, une fois qu'on a rassemblé ce corpus de texte, en fait, on le fournit phrase par phrase dans le modèle. Donc le modèle a une entrée, une sortie. Dans les entrées, on met une ligne de texte. Et dans la sortie, le modèle doit prédire le mot qui suit. Donc par exemple, on a un début de phrase où on va dire le ciel est, et puis après le modèle doit prédire bleu. Et s'il prédit pas bleu mais un autre mot, on peut calculer une erreur en fait. Alors dans ces modèles, on convertit tous les mots en chiffres d'abord, c'est assez amusant en fait. Et après, on peut calculer une erreur entre le mot qu'il a prédit et le mot bleu. Et on peut, avec cette erreur, modifier les poids du modèle. Donc en fait, il est entraîné à prédire juste le mot suivant, étant donné un début de phrase. Donc c'est très simple et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, quand on fait ça sur un très grand corpus, alors un très grand corpus, pour Bloom, c'est par exemple 300 milliards de mots. Ouais. Donc c'est vraiment très grand. Et c'est encore un petit corpus en fait. L'une des leçons de Bloom, c'est que notre corpus était encore trop petit. On aurait plutôt dû aller vers les milliers de milliards, comme on appelle ça en français, les trillions. Ouais. On aurait dû aller dans les trillions de mots. C'est vertigineux, ces chiffres-là. Hein. Mais alors, quand on fait cette méthode d'entraînement très simple sur des corpus de cette taille-là, en fait, on voit des sortes de capacités émergentes. C'est-à-dire que le modèle se met à pouvoir en fait parler de manière assez convaincante et à comprendre énormément de concepts de la langue et même de concepts du monde, hein, parce que pour prévoir que le mot qui suit après le ciel est, le mot qui suit c'est bleu, il faut d'une certaine manière que le modèle le modèle d'intelligence artificielle se fasse une sorte de vision interne, disons une sorte de modèle interne du monde qui dit que le ciel est bleu, quoi. Mais attendez, question naïve, le ciel n'est pas toujours bleu. Oui, donc en fait, ce qu'il va faire, parce que dans le dataset d'entraînement, il y aura des moments où le ciel sera bleu, et puis il y aura aussi de temps en temps une autre phrase qui dira le ciel était gris. Donc en fait, le modèle va, grâce à ces informations-là un peu contradictoires, ou pas vraiment contradictoires, mais disons en quantité différente, il va prédire que dans 80% des cas, par exemple, le mot suivant c'est bleu, et puis dans 20% c'est gris, etc. Et ça s'appelle d'ailleurs la calibration, c'est-à-dire que les modèles sont capables de fournir plusieurs réponses avec une sorte d'ordre et une sorte de probabilité qui sont tirées en fait des statistiques de ce corpus. À quoi peux-tu servir ? Je peux vous aider en répondant à vos questions sur une grande variété de sujets, en fournissant des informations, des conseils pratiques, en discutant de sujets d'intérêt et en vous aidant à résoudre des problèmes spécifiques lorsque c'est possible. Jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle ? On parle ici de texte, mais l'IA générative, ce sont aussi des images, des vidéos, du son, à la fois en entrée et en sortie. C'est-à-dire que les services d'IA qu'on trouve aujourd'hui sur le web peuvent générer des images, de la musique ou des voix clonées à partir de données ingurgitées préalablement. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes de propriété intellectuelle. Et puis, on peut aussi s'adresser à ces IA en leur parlant comme on s'adresserait à une personne, dans n'importe quelle langue, ou en leur faisant voir des choses. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. En juin 2024, Romain Huette, ingénieur chez OpenAI, faisait la démonstration dans Monde Numérique de la version de ChatGPT basée sur le nouveau modèle GPT-4o. Hey ChatGPT, si je salue les auditeurs de Jérôme en français, est-ce que tu pourrais répéter ce que je dis et le traduire directement en anglais ? Bien sûr, je peux faire ça. Vas-y, je t'écoute. Alors, bonjour à tous les auditeurs du Monde Numérique. Très ravi de discuter avec Jérôme aujourd'hui et j'espère que vous allez en apprendre beaucoup sur l'IA. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. Very happy to talk with Jérôme today. And I hope you'll learn a lot about AI. Alors, c'est pas mal, mais j'aimerais que tu le fasses avec un peu plus d'énergie. Bien sûr, je vais ajouter un peu plus d'énergie. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. I'm thrilled to be chatting with Jérôme today, and I hope you'll gain a lot of insights about AI. Bah voilà, entre GPT-3 et GPT-4, on a eu un saut énorme en capacité de raisonnement, et on pense qu'on pourrait avoir quelque chose encore de similaire avec les prochaines versions du modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement,
ça généralise tellement bien que ça pourrait en fait être un modèle qui à nouveau s'améliore sur tous les domaines. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de fondateurs qui nous demandent comment est-ce qu'ils devraient aborder cette réflexion. Et en fait, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de voir les choses qui est de dire on a atteint un plateau, GPT-4 ne pourra plus vraiment s'améliorer ou alors de façon très marginale. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire non, les modèles vont s'améliorer de plus en plus. Si aujourd'hui, ils étaient capables de faire des tâches de juste quelques minutes, ça pourrait être bien plus encore à l'avenir. Et donc, on pense vraiment que c'est cette deuxième vision qui est la bonne. C'est en tant que fondateur, finalement, essayer d'imaginer ce futur, un petit peu vivre dans ce futur proche et de commencer à construire les produits en s'imaginant que les modèles vont s'améliorer, sans perdre trop son temps finalement sur là où GPT-4 peut-être à quelques limites, c'est de commencer à vivre dans ce futur et en attendant ces nouveaux modèles. Demain, à quoi ressemblera l'intelligence artificielle ? Des IA multimodales capables d'interagir oralement et visuellement, des agents intelligents capables de percevoir l'environnement, de prendre des décisions pour atteindre des objectifs et par exemple réserver un billet de train à notre place ou organiser la production dans une entreprise. Enfin, le Graal, c'est l'IA générale, une intelligence artificielle qui aura réellement des capacités cognitives comme un humain et qui pourra non seulement jouer aux échecs ou reconnaître des photos de chats, mais aussi traduire des langues, apprendre à piloter un avion ou soigner des humains en comprenant réellement de quoi est fait le monde. Rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite selon les experts, mais on y viendra. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Très bon été à l'écoute de Monde Numérique. La semaine prochaine, on se penche sur le problème TikTok.